Chers élèves, bonjour et bienvenue à ce nouvel audio cours qui va nous permettre de clore la première partie de notre thème d'histoire. Et nous allons voir ensemble comment le Second Empire va connaître des balbutiements qui vont le conduire à sa fin. Alors, balbutiement, on pourrait minorer l'expression. Mais on va voir finalement comment politiquement a vécu le Second Empire et comment il a fini par disparaître dans une situation conflictuelle qui, pour les fans de littérature, n'est pas sans rappeler certains livres que vous pouvez étudier avec votre enseignant de lettres. Alors, le titre de ce cours, Grandet, vie et mort du Second Empire. Une problématique nous accompagne, on se demande à quelle opposition a dû faire face Napoléon III. Première sous-partie, petit 1, un régime plébiscité. Alors commençons par un rappel. Napoléon III, il a été choisi par le peuple. À l'époque, il s'appelle pas Napoléon III, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui s'est présenté et qui est élu président de la République. Donc c'est un rappel. Napoléon III, il a été choisi par le peuple, il a été élu d'une façon républicaine, dans le respect des règles électorales qui avaient été mises en place. Il n'a pas truqué l'élection. Donc pourquoi? Alors les historiens l'expliquent de plusieurs façons. Ce qu'il faut vous noter dans vos cahiers, c'est qu'il y a une aspiration à l'ordre et à la prospérité, et on pense que Napoléon III incarne à la fois cet ordre et cette prospérité. D'ailleurs, derrière lui, le parti qui va le soutenir s'appelle le Parti de l'Ordre. Il y a un mais. Le mais, c'est que le régime, très rapidement, il va être marqué par une forte propagande. La presse, elle est dans les mains de la haute bourgeoisie, une bourgeoisie en grande partie liée au monde de l'industrie, qui est favorable à Napoléon III. En fait, la bourgeoisie, elle participe des fêtes impériales, elle participe des voyages, elle va suivre Napoléon III et on a une mise en scène de l'union entre le peuple et l'empereur. Rappelez-vous la gravure que nous avions étudiée sur l'inauguration de la gare de Cherbourg. Alors, rappelez-vous le cours précédent et la référence aux expositions universelles. Si on s'appuie sur les diapositives 1 à 3 que j'ai mis dans votre cahier de texte, on retrouve encore cette dimension de propagande. Alors, la propagande, on la retrouve dans les journaux, on la retrouve lors des voyages que fait Napoléon et qui sont l'occasion ici de mettre en scène l'empereur, et le diapositive numéro 2 montre une affiche qui est réalisée par le préfet et qui informe du voyage impérial et qui en fait à ce moment-là donc un moment important de la vie des habitants, et on voit sur la dernier document l'engouement qu'il peut y avoir autour de ces voyages. Donc la réussite économique, la modernisation, le succès politique extérieur, ils sont mis en avant par ce régime et par les supporters de ce régime. Cependant, nous, on ne doit pas se voiler la face. On ne doit pas se voiler la face parce que le régime, il est autoritaire. C'est-à-dire que les libertés rencontrent bien des limites. Alors ne l'oublions pas, Napoléon III restaure le suffrage universel. Tout le monde peut voter, mais les consultations électorales, elles sont très encadrées pour s'intéresser à la perception qui est renvoyée de ces moments de ces suffrages. Je vous invite à regarder les diapositives numéro 4 et numéro 5. La diapositive numéro 4, c'est une
peinture ici qui représente un vote en Bretagne. Et donc, si vous vous intéressez de près à ce document, vous verrez le bureau de vote, qui est un lieu dans lequel les gens sont en train de discuter avec ses assesseurs, et puis la figure de l'autorité impériale qui est présent à l'arrière-plan, à côté de la carte. On vote ici dans la salle de classe, et vous remarquerez qu'on vote d'une façon bien différente de celle d'aujourd'hui. Alors, réfléchissez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y aurait aujourd'hui dans cette salle de vote que vous ne retrouvez pas ici? Ça y est, vous l'avez? Non, regardez bien, il manque quelque chose quand même. Dans les bureaux de vote aujourd'hui, on rajoute un truc, entre guillemets. L'isoloir, c'est-à-dire cet outil qui va permettre de voter dans l'anonymat. Il arrivera bien plus tard, mais on vote sous les yeux des autorités. Or, les autorités voient du coup pour qui on vote. Le vote n'est pas si anonyme que cela, malgré tout ici. Du moins, il y a un moyen de voir pour qui vous votez. Et puis, la deuxième extrait ici vient de la presse, d'une presse un peu plus satirique, avec des paysans qui sont en train de discuter avec le maire, un maire nommé, rappelez-vous, par Napoléon III. Et ici, on a les paysans qui disent « Monsieur le maire, quoi donc que c'est un bibicite ?» En fait, le bibicite, ça renvoie... un bibicite, ça n'existe pas, ça renvoie au plébiscite. En fait, c'est vote en faveur de l'empereur pour... des votes qui sont mobilisés par l'empereur pour demander au peuple s'il a toujours son soutien, et qui sont plus ou moins orientés, puisque la question qu'on pose fait en sorte que le peuple va rarement répondre par non. Eh bien, la réponse du maire, c'est un mot latin qui veut dire oui. Donc ça sous-entend qu'il faut que les gens répondent oui. Que veut dire cette caricature ici? C'est que la culture politique de la population dans les espaces marqués par la ruralité ne serait pas suffisante pour avoir une opposition organisée à Napoléon III. Bon, nous, on en retient quoi quand on exerce un regard critique sur ces deux documents? On a dit que le régime, il est autoritaire, et qu'il y a une limite des libertés. Première des libertés ici, c'est celle relative au vote. En fait, les consultations électorales, elles sont très encadrées. S'il y avait une première phrase à noter ici, ça serait celle-ci. Les consultations électorales, elles sont très encadrées. Et lors de ces suffrages, les candidats sont distingués entre les candidats officiels et non officiels. Or, les candidats officiels, ils sont favorisés par les modalités de vote, et on va s'arranger pour que inviter les gens à voter pour les candidats officiels. Ensuite, on a peu de débats. On a d'abord peu de débats parce que la presse, elle est muselée, d'une certaine façon, et ceux qui s'opposent réellement à l'empereur, eh bien, vont connaître des ennuis. Et l'un des partisans au début de Napoléon, et qui va finir par vivre en exil, c'est notamment Victor Hugo, qui est obligé de quitter le territoire. On reviendra sur Victor Hugo, c'est l'objet de la deuxième partie de ce thème, donc on reviendra dessus. Donc voilà, un régime plébiscité, en ce sens que finalement les dés sont un petit peu truqués, même s'il a été choisi à la base par le peuple, eh bien il va accaparer le pouvoir, mettre en place un régime autoritaire sous la bienveillance d'une grande partie de la bourgeoisie industrielle, et le débat politique est réduit à néant. Deuxième sous-partie, petit 2, une opposition libérale. Pour parler de cette opposition libérale, on va cette fois ouvrir nos manuels et s'intéresser au document 3 de la page 51. On a face à nous un texte qui a été écrit par Alain Plessis dans une revue qui s'appelle l'Histoire. C'était le numéro 211 et qui a été publié en juin 1997. On a donné un titre à l'extrait qui a été pris ici, Les avancées sociales sous le Second Empire. Donc,
Si vous regardez bien, c'est un texte récent, 1997. On n'est pas dans un texte source ici. On est dans l'analyse d'un historien sur le Second Empire. Le titre vous met la puce à l'oreille sur l'objet ou le contenu qu'on a à l'intérieur de ce texte, qui va revenir sur l'existence d'avancées sociales sous le Second Empire. Alors je vous le lis. Normalement, vous l'avez sous les yeux vous aussi, et vous suivez en même temps que moi. Cependant, la marche du progrès, même accélérée, ne saurait suffire à instaurer le bien-être du plus grand nombre. Il faut l'accompagner de mesures concrètes. Certaines relèvent de la charité organisée, de la philanthropie ou de l'assistance aux plus démunis. Alors, nota bene, quand vous avez 2 crochets comme ça et 3 petits points, ça sous-entend qu'on a coupé une partie du texte original. Donc en fait, ici, on a une coupe. On n'a pas la totalité de l'article de l'histoire, on a un extrait d'abord, et puis à l'intérieur de cet extrait, vous voyez qu'il y a des coupes qui ont été organisées. Les principales innovations du régime dans le domaine social restent toutefois les mesures destinées à favoriser la prévoyance et l'assurance volontaire des salariés dans le cadre du mutualisme. Ce décret de 1852, s'il a pour but de contrôler les sociétés de secours mutuels, veut aussi favoriser leur développement. À partir de 1863, au moment où le régime commence à se libéraliser, son chef prend l'initiative d'une nouvelle législation sociale. L'article 1781 du Code civil attribue plus de valeur en justice au témoignage du maître qu'à celui de ses salariés. Il est abrogé par la loi du 18 août 1868. La loi Le Chapelier, 1791, et le Code pénal de 1810 avaient introduit une inégalité plus grave encore. Toute coalition ouvrière constituait un délit puni sévèrement, ce qui revenait à priver les ouvriers du droit de grève, considéré comme un danger pour la société, et une manifestation scandaleuse d'ingratitude. Or, la répression de ces mouvements sous l'Empire autoritaire s'affaiblit au début des années 1860. Cette dernière étape, dans son discours d'ouverture de la session parlementaire de 1864, l'empereur annonce la nécessité d'une réforme du droit de coalition. Il faudra l'appui résolu de Napoléon III pour arracher au corps législatif et au Sénat en mai 1864 le vote d'une loi qui légalise la grève, à condition qu'elle ne s'accompagne ni de violence ni d'atteinte à la liberté du travail. C'est une étape majeure dans l'histoire de notre politique sociale. Le point de vue de cet historien, est-ce qu'il est si porté vers l'autoritarisme de Napoléon III que le portrait qu'on vient de dresser précédemment? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est aussi critique dans le domaine social que la lecture qu'on en a faite dans un premier temps dans le domaine politique? Ma question est un peu tronquée puisqu'évidemment vous avez compris qu'il fallait répondre par non, dans le sens où il y a des avancées sociales sous Napoléon. Et on voit à la lecture de ce texte, à l'écoute de ce texte, que Napoléon III va lutter notamment contre le corps législatif qui ne partage pas tout à fait ses idées. C'est-à-dire qu'en fait ici c'est bien l'empereur qui promeut une loi qui va du côté des ouvriers plutôt que le corps législatif qui est d'essence très marqué par la bourgeoisie et l'ancienne noblesse. Alors que retenir? Que retenir ici? Eh bien, c'est que au début des années 60, on voit plus d'opposition au bonapartisme. Et une partie des soutiens originels de Napoléon III vont lui tourner le dos. Ça va être par exemple le cas des catholiques. Les catholiques sont contre la campagne d'Italie, ça on peut le noter. Ensuite, le patronat, il est défavorable aux traités de libre-échange qui vont être conclus par Napoléon III, notamment avec la Grande-Bretagne. Enfin, la diapositive numéro 6 vient en complément de ce texte. Elle va nous présenter ici une figure, celle d'Adolphe Thiers. Il y a de nombreuses rues de ville en France qui s'appellent la rue Adolphe Thiers. Et en plus
des républicains et des bonapartistes dans la vie politique, il y a un troisième groupe qui va émerger qu'on appelle le groupe des libéraux. Et ce groupe, alors là il faut noter que dans la vie politique, en plus des républicains et des bonapartistes, on a un troisième groupe qui émerge. Ce groupe, c'est celui des libéraux. Or, les libéraux, ils se rangent d'une certaine façon derrière Adolphe Thiers. Attention, Adolphe, on l'écrit à la française. A-D-O-L-P-H-E. Et Thiers, pas comme le tiers-état, mais T-H-I-E-R-S. Or, les libéraux, ils vont défendre en 1864 5 libertés fondamentales devant le corps législatif. Et c'est Bonaparte qui va trancher. Donc on le voit ici, c'est l'empereur lui-même qui introduit un petit peu de libéralisation à l'intérieur de son propre régime politique. Finissons. Petit 3. L'accélération de la libéralisation. Bon, dans les faits, on a un régime qui cherche à s'adapter aux transformations qui sont en train de s'opérer dans la société. Et ce régime, il cherche à s'adapter donc en intégrant des mesures libérales. Voilà la phrase qui mérite d'être retenue. On a un régime qui cherche à s'adapter en intégrant des mesures libérales. On assiste donc à un assouplissement de la loi sur la presse. Napoléon III va aussi donner au corps législatif la capacité de débattre des lois, même si c'est lui qui tranchera. Et puis il va faciliter les réunions publiques. On a ici des exemples de mesures libérales qui sont mises en place par le régime. Enfin, l'autorisation du droit de grève. On l'a vu par l'intermédiaire du texte précédent. Alors, droit de grève, c'est une notion à connaître par cœur, qu'il faut donc noter en rouge dans vos cahiers et recopier à partir de vos manuels. Droit de grève. À partir du moment où on donne le droit de grève, eh bien, on va assister à une multiplication des grèves. Et avec cette multiplication des grèves, eh bien, on a une diminution du pouvoir autoritaire. La diapositive numéro 7 représente la composition du corps législatif à l'issue des élections des 24 mai et des 7 juin 1869. Qu'est-ce qu'il est intéressant d'observer? On a 4 groupes de représentés. On a en rose les républicains ici, on a les bonapartistes libéraux, les bonapartistes autoritaires et les royalistes, enfin, qui constituent le 4e. Eh bien, plus de la moitié du corps législatif est composé à la fois par des républicains et par des libéraux. Et il y a là une conséquence, c'est-à-dire qu'à la suite de ces élections de 1869, on arrive à un tournant. On arrive à un tournant pour des raisons qui ne figurent pas ici sur ce schéma. D'abord parce que, et c'est ce que je vous demande de noter dans votre cahier, donc l'idée c'est les élections de 1869, elles sont un tournant. D'abord parce qu'il a été mis en place une vraie campagne électorale. C'est-à-dire que là, il y a eu un vrai débat contradictoire, vrai par rapport à ce qui existait précédemment, par rapport à nos critères d'aujourd'hui, il y aurait matière encore à en débattre, mais il faut à chaque fois replacer les choses dans le contexte qui leur est propre. Ensuite, la participation, elle a été en augmentation. C'est-à-dire qu'il y a bien un lien, on se rend compte que s'il y a eu une augmentation, c'est parce que les gens ont eu l'impression que voter allait vraiment avoir un sens. Et le clivage qui s'observe pendant cette campagne électorale, c'est une opposition entre les républicains alliés aux libéraux avec les autres groupes. Or, ces républicains et ces libéraux, ils vont recueillir plus de 40% des suffrages. L'autre extrême, entre guillemets, c'est les royalistes,
Et la conséquence, c'est que l'empereur n'a plus le monopole des lois d'un coup, parce qu'il n'est plus suivi par l'Assemblée comme il l'était, par le corps législatif, pardon, comme il pouvait l'être auparavant. Les ministres, ils vont devenir responsables ensuite devant le Parlement. Donc là, il y a une vraie transition qui est en train de s'opérer. Et puis pour finir, on s'intéresse à une dernière diapositive, la diapositive numéro 8, qui est une illustration de la bataille de Sedan qui a lieu en août 1860. Cette bataille, elle nous intéresse au plus haut point, pas pour des faits de guerre, mais pour les conséquences qu'elle va avoir. En 1870, il y a un nouveau plébiscite qui est organisé et Napoléon III, il est encore plébiscité. Il a encore la confiance du peuple. Il y a un différend qui est en train de naître avec la Prusse. Et en fait, si on voulait être précis, les Allemands, entre guillemets, tendent un piège en s'arrangeant pour que Napoléon III entre en guerre contre la France, enfin contre la Prusse. Et donc on a une guerre franco-prussienne. Et donc Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, sauf qu'il va être défait. C'est-à-dire que cette bataille, elle va conduire à la défaite de la France après la bataille de Sedan. Et avec cette défaite militaire, eh bien, ça va être la fin du Second Empire. Voilà, donc là, il y a à peu près 45 minutes de cours à consigner dans vos cahiers, parce qu'évidemment, vous allez mettre pause. Certains vont faire des retours en arrière, c'est pas l'idée, mais certains vont le faire quand même. Il faut mettre pause à plusieurs reprises. L'idée, donc, c'est de retenir à quelle opposition a dû faire face Napoléon III, et là, normalement, vous êtes capable de répondre à l'issue de ce cours à la problématique qu'on s'était donnée en entrée. On se revoit en chair et en os la prochaine fois, et nous attaquerons donc l'étude sur Victor Hugo pour la deuxième partie de notre thème. D'ici là, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt. Au revoir.